Le cercle RH, notre débat quotidien sur Smart Job, on s'intéresse à l'apprentissage. Ça a cartonné l'apprentissage, 720 000. Alors c'est un peu compliqué d'avoir les chiffres exacts parce qu'il y a les entrants, les sortants. Globalement, c'est le chiffre qui a été évoqué dans la presse, largement supérieur aux 290 000. Ça a cartonné. Simplement, ça a un coût. Et c'est vrai que vous avez peut-être suivi l'actualité cet été à la plage ou à la montagne où effectivement le président Macron avait un choix difficile à faire. Il fallait réduire évidemment ce que ça coûtait et il fallait mettre un coup de rabot. Alors c'est vrai que les acteurs du secteur se sont mobilisés et on dit c'est pas possible, il faut continuer à maintenir les dotations et on va faire le point. Est-ce que l'apprentissage est en danger ou pas? Est-ce qu'il est remis en question pour des raisons purement financières et de coûts? On en parle avec mes invités. Claire Kécha, merci d'être avec nous, déléguée générale des acteurs de la compétence. Alors vous avez rebaptisé les acteurs de la compétence, auparavant c'était la Fédération française de la formation professionnelle. Voilà, et ça c'est le nouveau nom parce que certains peuvent être un peu perdus, mais les acteurs du secteur connaissent très très bien évidemment l'action que vous menez. Antoine Fouché, président de Quintet Conseil, alors spécialiste de ces questions, puis il faut quand même raconter votre histoire, directeur de cabinet de Madame Pénicaud, loi de 2018, tout ça part d'une loi de 2018 que vous avez bien suivie et qui avait donc créé France Compétences, qui était l'opérateur, qui était chargé bien de gérer les certifications et les dotations évidemment, et c'est évidemment France Compétences qui est un peu dans le viseur, 4,6 milliards, c'est ça de déficit. Plus même. Un peu plus. J'ai vu que le gouvernement avait remis au pot, comme on dit, pour essayer de combler le déficit. Il faut faire des économies. Pascal Picot, merci d'être là. Président de la FNADIR. Alors c'est un acronyme un peu complexe, mais c'est le réseau des CFA. Et cet été, vous n'avez pas eu de vacances parce que vous étiez mobilisés, justement, et je vous donne la parole à vous en premier, pour dire à qui, peut-être au président de la République, comme dirait dans le film, pas touche à l'apprentissage. Oui, on peut dire que cet été, on s'est mobilisé pour essayer de réduire ce paradoxe. Dans votre présentation, effectivement, il y avait tout. C'est à la fois on veut soutenir, à la fois on n'a jamais vécu une vraie réforme sur le précédent quinquennat qui a fait qu'on est aujourd'hui à ce niveau de développement. Et en même temps, quand on regarde dans la finesse du trait, on a des situations aberrantes. Je prends le terme aberrant puisqu'il est aujourd'hui utilisé, sur des effets de bord. Et vous l'avez dit, d'un travail de régulation, puisque c'est un des principes de la loi, les branches décident, France Compétences et donc l'État régule. C'est la tour de contrôle France Compétences, c'est une institution importante. On peut dire la tour de régulation, on va le dire comme ça. Et donc il y a eu des effets de bord parce que l'exercice qui a été fait, que nous on remet un peu en question avec des tableurs Excel, un peu en chambre, n'est pas tout à fait abouti et je pense qu'il mérite d'avoir les acteurs dès son organisation et sa mise en œuvre. Vous avez un peu réussi puisqu'en fait il n'y a qu'une baisse là depuis le 1er septembre de 5%. Vous faites une moue, non? Vous avez gagné le combat ou pas? Parce que c'est ça, il y a un bras de fer quand même. C'est ce que je dis, on a sauvé les aberrations, mais on n'a pas... il faut continuer le travail. Alors on a des engagements du ministère qui va nous inviter pour qu'on discute, mais tout reste à faire. Antoine Fouché, je reviens à l'histoire de cette loi, parce que vous étiez dans la salle des machines. C'est une loi essentielle, puisque la France était toujours comparée à l'Allemagne, l'apprentissage. Combien de débats j'ai fait sur ce sujet, où on était vraiment le petit pousset. La France a réussi son pari, elle a réussi à embarquer près de 800 000 jeunes, j'arrondis, vers l'apprentissage. C'était du jamais vu. Pourquoi ce coup de rabot? Pourquoi ce coup de frein? Purement pour des raisons d'équilibre budgétaire, puisque la Cour des comptes a épinglé d'ailleurs le dispositif et France Compétences en disant oui, tout ça, ça marche très bien, mais ça coûte trop cher. D'abord, je confirme les chiffres que vous avez donnés. Ça faisait 10-15 ans qu'on était autour de 300 000 entrées en apprentissage par an à peu près, réforme après réforme, des réformes tous les 3 ans à peu près, aucune qui change rien à rien. Et la réforme de 2018, c'est plus qu'une réforme, je pense, c'est une transformation. On a fait reset sur le système, c'est-à-dire pour une fois, on a rebâti un système en entier en partant du besoin des acteurs, c'est-à-dire les CFA, les jeunes et les entreprises, et on fait x2 en moins de 3 ans, alors qu'encore une fois, ça stagnait depuis 10 ans. Et je pense que c'est vraiment ça. Une révolution, réellement. C'est vraiment à l'époque, on avait appelé ça une révolution copernicienne parce que peu importe si ça fâche, les acteurs, et on s'est fâché avec beaucoup de monde pour faire la réforme. La concertation, à la fin, il ne faut pas que ça aboutisse à ce que tout le monde soit d'accord sur tout, parce que sinon, ça veut dire qu'il n'y a pas de réforme. Donc, il faut juste avoir ça en tête aussi quand on fait des vraies transformations pour le pays. Et l'objectif, c'était de refonder un système en partant du besoin des acteurs. Et je pense que vraiment, c'est pour ça que ça a explosé et qu'on est, comme vous l'avez rappelé aujourd'hui, à près de 800 000 jeunes. Pourquoi le coup de rabot en une seconde là, maintenant 20. En 20 secondes
Parce que quand même, dans la fixation de ce qu'on appelle les coûts contrats, c'est-à-dire le prix par contrat d'apprentissage, La relation avec France Compétences. comme l'a dit, la relation avec France Compétences, comme l'a dit Pascal, il y avait des aberrations. C'est vrai. C'est-à-dire, il y a encore des coûts sur lesquels les marges sont trop importantes et l'argent public, il n'est pas fait pour faire des marges de 30, 40, 50%. Sauf que, et c'est ça qui a coincé, c'est pas là où il y avait des aberrations que les baisses étaient les plus fortes. Ouais. On va y venir parce que c'est des détails un peu pointus. Il faut rentrer par métier. J'ai vu que la mécanique, par exemple, disait, nous, si les coûts formation qui nous sont versés en CFA sont maintenus, on n'est pas sûr de pouvoir maintenir des classes de 15, donc une qualité d'enseignement optimale. On fera des classes de 30. Et c'est plus compliqué d'apprendre la mécanique quand on est 30 que quand on est 15. Enfin, toutes ces questions sont posées. Quel est votre sentiment? Parce que tout le monde était d'accord pour dire il faut quand même faire attention aux coûts. L'aide est quand même assez importante pour l'entreprise. Je ne dis pas qu'il y a un effet d'aubaine, mais c'était très encourageant pour une entreprise, quelle que soit sa taille, d'aller embaucher un apprenti, alors de moins de 18 ans, plus de 18 ans, parce que les coûts n'étaient pas les mêmes, les aides n'étaient pas les mêmes. Il y a eu un effet d'aubaine ou pas? Alors d'abord, moi, je voudrais mettre en avant ce qui a été souligné, c'est-à-dire que cette réforme, elle a été faite avec les acteurs. Et nous, c'est ce que l'on Pas tous d'accord. Pas forcément d'accord, d'ailleurs. Les régions, essentiellement, qui étaient en désaccord. Et bien sûr. Mais également l'appareil de formation, etc. Et nous, c'est ce que l'on prône aujourd'hui, c'est d'être partenaire également du gouvernement pour pouvoir maintenant rentrer dans la phase de régulation, comme vous l'évoquez. Deuxième point, l'apprentissage, c'est un investissement, et c'est un investissement qui est rentable aussi pour les finances publiques. Passer de 400 000 jeunes à 1 million de jeunes en apprentissage, où seraient ces 600 000 jeunes autrement? Donc, et quel coût ils auraient pour la exactement. collectivité? Donc je pense que déjà, c'est d'élargir un petit peu le sujet. Après, comme vous le dites, pour éviter ces effets de bord, et on est bien conscient, nous, organismes de formation, CFA, etc., qu'on ne va pas faire 1 million au même prix unitaire, au même coût unitaire qu'on faisait 400 000, c'est évident qu'il y a des économies d'échelle à trouver, qu'il y a des nouvelles pédagogies qui se mettent en place aujourd'hui, qui permettent d'accompagner différemment et de manière plus personnalisée les apprentis, puisque c'est quand même de l'accompagnement aussi. Donc on est conscient de ça. Mais quand vous dites nouvelle pédagogie, ça évite la classe, on fait de l'individualisation, on fait du digital learning, on recrée de nouveaux concepts de formation? Notamment, on partage des ressources, on travaille en petit atelier, c'est des pédagogies complètement nouvelles. Et moins coûteuses. Alors attention, ça ne change pas toute la pédagogie, ça s'ajoute, ça permet de sécuriser ceux qui le peuvent. Mais je voudrais mettre les pieds dans le plat. Les entreprises, c'était 5 000 et 8 000 euros, c'est ça, je ne dis pas de bêtises, moins de 18 ans jusqu'à la fin de l'année. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas l'idée, alors c'était un débat qui était posé sur les aides à l'énergie, quand on est une grosse entreprise, peut-être qu'on peut faire un effort plus important en fonction de ses résultats, parce que tout le monde a le même tarif, c'est 5 000, 8 000, qu'on soit une TPE ou qu'on soit une multinationale. Enfin, est-ce qu'il n'y a pas une réflexion à mener de ce côté-là? Moi, je pense qu'il y a une réflexion à mener. Et ça reprend la bonne gestion des fonds publics, je suis totalement d'accord. Ça aiderait France Compétences. Non, mais on est tous d'accord qu'il faut gérer les fonds publics de façon harmonieuse et en bonne et due forme, j'allais dire. Mais ça revient aussi à notre modèle. Quand Antoine dit effectivement les marges, dans notre nouveau modèle économique, nous, les CFA, les acteurs, on doit en faire. On n'a pas le choix. C'est qu'est-ce qu'on fait des marges. Vous êtes une entreprise. Voilà, et comme une entreprise, si c'est pour continuer à développer l'innovation, continuer à investir. Je rappelle que dans la raquette, il y a un sujet sur les investissements, et notamment les investissements lourds aujourd'hui. On a une même assiette de financement. Vous voulez dire pour acheter des machines, pour acheter des outils, pour acheter tout ce qui... Les locaux. Voilà, bien sûr. Pour refaire un internat, quand vous êtes en milieu rural et que vous voulez faire venir des apprentis sans les déplacer tous les jours, il faut un internat. Vous avez une baisse de dotation de 5%, on est d'accord, ça c'est le coût. En moyenne. En moyenne, on est d'accord sur ce chiffre-là. Oui. Et puis à la revoyure, excusez-moi, en 2023. Oui. On est d'accord. Alors là, on a un petit avec doute. une nouvelle réduction. On a un petit doute. Est-ce que ça va être au mois d'avril ou au mois de septembre? Là, il y a eu des choses. Antoine Fouché, je vous ai vu réagir sur les entreprises parce qu'on parle trop du volet formation, CFA et réseau, mais est-ce qu'il y a une réflexion à mener sur l'entreprise, même si elle a bénéficié et que ça aide ces jeunes? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de moduler, de jouer en fonction de la taille, de lui faire un effort supplémentaire et pas le faire peser sur les épaules des formateurs ou des sociétés de formation? Non, si, tout à fait. Et deux choses là-dessus. Un, vous avez complètement raison de dire, mais pourquoi est-ce que c'est les mêmes aides pour tout le monde, 5 000, 8 000? Est-ce que la multinationale, elle a les mêmes besoins que la TPE? On est d'accord. Évidemment, c'est non. Ceci étant, quand on met en place des aides publiques, c'est l'éternel débat. Soit on fait simple et du coup on assume des effets d'aubaine, soit on fait compliqué
Et du coup, il y a peut-être un peu moins d'effets d'aubaine. Mais donc, du coup, là. C'est vous qui le dites, c'est, l'effet d'aubaine. Hein. Est-ce que. Non, mais c'est sûr, je veux dire, il y en a. Ça ne veut pas dire que c'est ça qui domine. Non. Mais il y a eu un effet. Il y en a eu, mais c'est toujours pareil. Quand on met, encore une fois, et il n'y a pas que là-dessus, quand on met en place des aides simples et lisibles, elles étaient claires, celles-là. forcément, à un moment donné, il y en a qui en profitent. La question, c'est il ne faut pas qu'il y en ait trop par rapport au nombre de vocations ou de contrats en plus qu'on suscite grâce aux aides. Mais clairement, la direction maintenant, ça va être peut-être un meilleur ciblage, y compris sur les grandes boîtes. Est-ce que les grosses entreprises ont besoin ou pas, sachant que toutes les 7000 entreprises de plus de 250 salariés en France ont déjà une obligation de 5%. Oui. Donc est-ce qu'en plus, il faut leur mettre des aides? La question est ouverte. Bien sûr. Puis le niveau. Le niveau 5 000, 8 000, avant c'était 4 000. Avant, il y avait déjà des aides quand même. Hein. Oui. C'était 4 000 euros. Bon, 5 000, 8 000, est-ce qu'on baisse un petit peu? Ça va être la question devant nous. Et donc les débats, c'est sur les deux plans là. Hein. Il y a à la fois le coup de rabot. Le ciblage et le niveau. Et peut-être ce qui justifie, en une seconde, ce qui justifie peut-être aussi, en plus de réfléchir à ça, c'est que en ce moment, c'est plus les entreprises qui ont besoin des jeunes que les jeunes qui ont besoin des entreprises. C'est-à-dire que toutes les boîtes cherchent des ressources. On n'a jamais eu autant de difficultés de recrutement dans notre pays depuis qu'on le mesure, c'est-à-dire depuis 40 ans. Depuis 40 ans. Et donc, de toute façon, on peut se dire que dans ces conditions-là, les entreprises cherchent, aide ou pas aide, elles ont besoin d'embaucher. Et donc, c'est quand même un peu l'occasion de se dire, on peut baisser un peu. Dans une réflexion de réforme de l'assurance chômage, où on dit qu'il y a un bonus-malus en fonction de l'activité. Ça serait logique. Bah oui. Parce que les aides, il ne faut pas les voir. Et un mot, allez-y, Claire, vous voulez intervenir peut-être, et je vous donne la parole. Dans quel état d'esprit vous êtes, vous, là, aujourd'hui? Alors, nous, on aimerait bien également qu'il puisse y avoir une régulation du dispositif en le tirant par la qualité. C'est déjà le cas grâce à Calliope, etc. Allons un peu plus loin. C'est quoi la qualité d'un processus d'apprentissage? Probablement l'insertion dans l'emploi, le taux de poursuite d'études, le taux d'abandon. Et là, nous sommes partie prenante. Et donc, au-delà, et on est conscient sur la méthode, on souhaite améliorer la méthode. Il y a de la rupture, il faut le dire. Il y a un taux de rupture. Il y a un taux de rupture important. Entre 25 et 30%. Mais clairement, et donc, justement, comment tirer le système vers le haut et rémunérer et inciter et accompagner pour qu'il y ait moins d'abandon? Ça, c'est un sujet vraiment important, le taux de rupture, parce qu'on parle de ces NEET, de ces jeunes sans diplôme qui ont pu avoir un accès à l'emploi par ces apprentissages, et ça échoue. Qu'est-ce qui leur manque? Pourquoi ça rompt? Choix du métier, choix de la filière, mauvais encadrement du tuteur, qu'est-ce qui se passe? Probablement un peu tout, c'est-à-dire que c'est vrai que le tutorat est extrêmement important, et là on revient sur le lien avec l'entreprise. Il y a un vrai sujet sur l'orientation professionnelle, pour les jeunes et pour les adultes d'ailleurs, on parle aussi d'adultes en conversion. Donc d'une manière générale, il y a sûrement à revoir par rapport à l'image des métiers, par rapport à l'attractivité, aux conditions d'exercice des métiers, vraisemblablement. Ouais, mais justement, je pense que c'est intéressant, ça, la modulation, la question de la modulation, mais que ce soit pour les CFA ou pour les entreprises, c'est la question de quelle politique on veut d'apprentissage pour les 10 ans, voire plus, à venir. 2030, on sait qu'il y a un sujet sur les compétences quand même en France, si on ne se bouge pas. Nous, ce qu'on propose à la FNADIR, c'est de réfléchir justement sur cette qualité d'accueil et transformer ces aides et les ramener sur l'origine, c'est l'accompagnement, l'effort de formation. Mais vous les voyez, ces jeunes, vous, dans votre réseau, qui arrivent dans des filières non pas bouchées, on en a besoin, mais le jeune vous dit, mais je ne vais pas aller en boucherie, on m'a envoyé en boucherie, je suis en CFA, j'ai rien à y faire, ou je pars en poissonnerie, j'ai pas envie. Enfin, je sais pas. Alors ça, c'est la question de l'orientation. Non, mais c'est un sujet fondamental qui justifie une des parties des ruptures. Moi, je pense qu'il y a la question de donner la vérité des métiers et la vérité de l'insertion. Et ça, c'est important aux jeunes et aux familles, il ne faut pas mentir. Mais par contre, il y a un travail de redorage, j'ai envie de dire, de certains métiers. Et ça, c'est les branches qui sont au cœur. Nous, les CFA, les acteurs, on va tout faire pour les accompagner. Mais aujourd'hui, pourquoi c'est réussir un métier? C'est réussir sa vie, globalement. Il faut travailler globalement sur ce que ça veut dire s'insérer dans cette entreprise. Mais je vous ai vu sourire. Cette société. Les défections, 30, ça se peut se réduire. Encore, il y a un vrai... Au-delà de l'aspect financier de la Cour des comptes qui épingle France Compétences, ça, c'est l'enjeu financier, mais aussi un enjeu sociologique. C'est-à-dire que pour que ça fonctionne, il faut que celui qui s'engage dans la filière d'alternance, derrière, ça débouche. Et pour 25% des cas, un peu plus, ça débouche pas bien. Ou ça débouche mal. Alors, le truc derrière la rupture, c'est que parfois, il y a rupture et après, on prend un autre contrat. C'est ça. Soit dans la même filière, ou on change de filière. Ou on change de filière. Donc, c'est ça qu'il faudrait mesurer, le taux d'abandon. Et à ma connaissance, on n'a pas le chiffre exact. Dit quelle est la proportion de jeunes apprentis qui paument leur année. Ils passent de mécanique en charpenterie, quoi. Ou à rien. Parce que mécanique en charpenterie, à la limite, c'est pas grave. Parce que c'est normal de chercher, de ne pas trouver tout de suite. C'est celui qui se retrouve dehors. On peut pas dire...
Oui, c'est celui qui fait plus rien après. Alors, c'est ça qui est problématique. Mais le fait de rompre pour pouvoir faire autre chose après, ça c'est naturel. On peut pas dire que même les actifs tout au long de la vie vont changer de métier, changer d'entreprise, changer de carrière, etc. Et dire aux jeunes, bon, voilà, il faut trouver une bonne fois pour toutes et s'y tenir. Mais Ça marche pas. avant de nous quitter, un mot chacun. Malheureusement, le temps presse, j'en suis désolé. Il faut remettre sur la table de nouveau une Pénico 2. Même si Muriel Pénicaud n'est plus aux manettes, est-ce qu'il faut tout remettre à plat ou est-ce qu'on garde le système et il faut le travailler un peu comme un sculpteur qui va travailler sur les côtés Sculpteur, je ne sais pas, mais vraisemblablement, la marche qu'on a franchie sur l'apprentissage est irréversible. En tout cas, moi, j'appelle de mes voeux, c'est-à-dire que vraisemblablement, on a franchi un pas qui était indispensable. C'est ancré. C'est ancré. C'est plus libre, c'est plus simple aussi de créer des ressources et d'accompagner les apprentis vers les entreprises. Donc ça, à mon sens, c'est absolument pas à changer. Il y a probablement une économie générale du système qui est à voir. C'est-à-dire qu'il faut évidemment pouvoir le piloter à moyen terme sur un point de vue financier. Il y a 4 milliards qui se baladent là. C'est un levier de politique de la jeunesse. Donc il y a peut-être à voir aussi à élargir l'ensemble des contributeurs de la politique d'apprentissage, clairement. Un mot, Antoine Fouché, je ne peux pas reprendre votre argument, mais peut-être qu'aujourd'hui, comme on cherche beaucoup d'apprentis, il n'y a peut-être plus besoin de donner 8 000 et 5 000 pour certains. Il y a ça, mais de toute façon... Je m'autorise, Il y a ça, mais de toute façon, c'est 3 milliards d'euros les aides Donc, de toute façon, même si on les baisse de 30%, ce qui serait déjà une grosse économie, on économise qu'un milliard. Et donc, on est face à un problème structurel qui est que la croissance, le financement de l'apprentissage, il est basé sur la masse salariale. Or, la masse salariale, elle croît de 3-4% par an. L'apprentissage, il a cru de 16, puis 40, puis 35, et cette année, sans doute 10-15. C'est une explosion. Donc il y a un effet ciseau qui est structurel. Donc ça va se ralentir, mais quand même, de toute façon, on a un gap qui est victime structurel, de votre succès. Pas conjoncturel. Et ce qu'on dit, Claire et Pascal, je m'y associe à 150%, c'est que c'est un investissement, l'apprentissage. Et la question, c'est quel est l'effort que la nation veut faire consentir pour sa jeunesse. Et je rappelle, et après je me tais, que nous sommes le 13e pays du monde en termes d'investissement sur la jeunesse. C'est pas très glorieux pour la 5e puissance du monde d'être le 13e. Et nous sommes le 2e du monde sur les retraites. Juste pour enfoncer on n'ouvre pas le débat. Vous avez 10 secondes. 13e, 2e, voilà. Qu'on nous permette pour de bon de concourir aux objectifs éducatifs de la nation, puisque c'est ce qui fonde le Code du travail. Le premier article, c'est quel investissement, et non plus charge, on veut pour l'apprentissage en France sur les 10 ans à venir. Que veut-on faire de notre jeunesse? C'est l'enjeu qui est posé à travers ce débat ancré. L'apprentissage est ancré. J'irais dans notre culture, il faut peut-être le transformer, l'aménager, l'améliorer. Merci de m'avoir éclairé, nous avoir éclairé sur ce sujet qui est très important et qu'on va suivre de près parce qu'il y a aussi la réforme de l'assurance chômage, de la VAE et il y a peut-être des impacts. Et vous reviendrez nous en parler. Merci Antoine Fouché, président de Quintet Conseil, par ailleurs directeur de cabinet de Muriel Pénicaud. Donc, vous étiez une des chevilles ouvrières de cette loi que vous connaissez bien. Merci à Pascal Picot, président de la FNADIR, ce sont les CFA, le réseau des CFA, et merci à Claire Kécha, déléguée générale, les acteurs de la compétence, notre jeunesse et les enjeux de notre jeunesse. Merci à vous. On termine avec Fenêtre sur l'emploi. On ne va pas être dépaysé, on parle des métiers de la nature. Vous savez, ces métiers qui sont passionnants, qui attirent de plus en plus, notamment des salariés en reconversion, et ils recrutent. C'est tout de suite.